troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, avec l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Après les déclarations martiales, l'heure est à la négociation sur le dossier Air France KLM. Bruno Le Maire rencontre aujourd'hui son homologue néerlandais au programme. Explication sur le raid boursier qui a permis à l'AE de racheter par surprise 14% du capital d'Air France KLM. Une opération qualifiée d'inamicale et d'incompréhensible par le ministre de l'économie. Bercy espère aujourd'hui trouver une porte de sortie. Nouveau déplacement dans le cadre du grand débat, nouveau marathon pour le chef de l'État. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir pendant 4 heures face à des femmes à Pessac en Gironde. Le chef de l'État qui a répondu à de nombreuses questions, mais interpellé par une militante, il a refusé de porter un gilet jaune, un collier gilet jaune. Et puis nous reviendrons sur cette semaine au Salon de l'Agriculture. Tous les responsables politiques se sont succédés. L'occasion de petites phrases et de certains moments cocasses. Quentin Calmet sera en plateau avec nous pour tout nous décrypter. Mais tout d'abord donc, l'heure des négociations dans le dossier Air France KLM. Bruno Le Maire rencontre ce matin son homologue néerlandais au programme Explication sur le raid boursier qui a permis à l'AE de racheter par surprise 14% du capital d'Air France KLM. Une opération qualifiée d'inamicale et d'incompréhensible par le ministre de l'économie. Explication Samia Dechir. La France a peu apprécié la manœuvre. L'entrée du gouvernement néerlandais au capital d'Air France KLM à hauteur de 14% a pris tout le monde par surprise. Une décision que le ministre français de l'économie juge inamicale parce que nous n'avons pas été prévenus. Et puis c'est incompréhensible parce que ça détruit de la valeur. L'offensive des autorités de l'AE a fait dévisser l'action d'Air France KLM de près de 13 points après son annonce. L'État néerlandais veut renforcer son influence au sein du groupe, notamment vis-à-vis de son nouveau patron Ben Smith, et peser davantage dans la gestion de KLM. En marge d'une rencontre avec Angela Merkel, Emmanuel Macron a demandé des explications. Il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions en cette affaire. Ce qui importe en la matière, puisqu'il s'agit d'une grande société européenne, où il y a de nombreux salariés de part et d'autre, et même au-delà de la France et des Pays-Bas. Ce qui importe, c'est que l'intérêt de la société soit préservé. Message reçu puisque le ministre néerlandais de l'économie se rendra demain à Bercy pour rencontrer son homologue Bruno Le Maire, qui souhaite trouver une porte de sortie. Je vous le disais en titre, nouveau déplacement dans le cadre du grand débat pour Emmanuel Macron et nouveau marathon. Le chef de l'État s'est exprimé pendant 4 heures hier face à des femmes à Pessac en Gironde. Parallèlement, le grand débat suit son cours. Nous avons suivi 2 garants de ce grand débat lors d'une réunion près de 3 au menu démocratie, fiscalité et transition énergétique. C'est un reportage de Jérôme Rabier. C'est une initiative citoyenne comme il en existe des centaines en ce moment. Ce soir à Pont-Sainte-Marie, près de Troyes, se tient une déclinaison du grand débat national. Mais aujourd'hui, des observateurs pas comme les autres sont présents. 2 des 5 garants chargés de veiller au bon déroulement du grand débat sont venus voir comment se déroule cette réunion locale. On a comme mission de s'assurer que le débat est ouvert, que tout le monde peut y participer, que chacun peut s'exprimer, en particulier dans les réunions d'initiative locale comme ce soir. Et c'est très, très instructif et je crois que pour bien tenir notre rôle, il faut vraiment aller aussi beaucoup sur le terrain. C'est ce qu'on essaye de faire. Ils ont déjà assisté à une 50aine de débats et ce soir, comme à chaque fois, ils se placent en retrait, sortent cahiers et stylos et s'attellent à noter leurs observations. Tout est pris sous forme de notes, ce que ça nous suggère, ce que les gens disent, le type de réseau qu'il y a derrière telle ou telle organisation, est-ce qu'il y a les élus, pas les élus, le profil de l'assistance, aussi le nombre de jeunes. Ce soir, ils sont une centaine de participants à s'être déplacés pour s'exprimer sur la démocratie, la fiscalité, la transition énergétique et l'organisation de l'État. Les échanges sont riches. On y parle de la désignation de Strasbourg, située à 4h30 de transport, comme capitale de région, ou de désertification médicale. Avoir des petites régions plus adaptées en supprimant le niveau départemental. Voilà donc ma proposition d'évolution sur notre organisation de l'État. Peut-être trouver
des idées pour donner envie à des jeunes médecins, des jeunes praticiens de venir s'installer dans notre belle ville et puis voilà, dans les communes autour, de manière à ce qu'on puisse se faire soigner près de chez soi. Voilà. 3 heures d'échanges nourris sous l'œil de ces témoins pas comme les autres, ravis de la tenue des débats qui doivent maintenant être remontés au niveau national. Il n'y a pas eu de dérapage, il y avait même une étonnante civilité ce soir dans les échanges d'arguments, avec pas simplement l'expression de demandes, mais aussi l'exploration chez certains participants de solutions aux problèmes évoqués, comme si chacun devenait presque un petit entrepreneur de réforme. Et ça, c'est certainement une des grandes vertus du débat. Viendra ensuite la compilation de tous ces échanges et propositions, puis la réponse politique qui devra trancher et sans doute piocher quelques-unes des idées qui remonteront de ces milliers de réunions qui se tiennent sur le territoire. Voilà, dans un instant, c'est le face-à-face. Vous en avez l'habitude dans cette émission. On s'y retrouve. À tout de suite. Face-à-face avec Cécile Boulay-Espéronnier. Bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice de Paris, LR, Céline. Bonjour. Et c'est votre premier mandat de sénatrice. Oui. Bonjour Céline Boulay-Espéronnier, merci d'être là ce matin. Avant de parler du reste de l'actualité, Emmanuel Macron qui a débattu hier soir pendant 4 heures avec des femmes à Bordeaux en Gironde, la cause des femmes. Est-ce que c'est la grande oubliée de ce grand débat, de cette crise des Gilets jaunes ? Je ne sais pas si c'est la grande oubliée de ce débat. Moi, ce qui m'a amusé quand j'ai vu les sous-titres hier et ce matin, c'est Emmanuel Macron a débattu avec 500 femmes, c'est ça ? Alors, en général, on dit Emmanuel Macron a débattu avec des maires, avec des membres des collectivités territoriales, avec des journalistes. Et là, on dirait que femme, c'est un métier. Remarque, c'est peut-être le cas. Une catégorie sociale. C'est peut-être le cas, c'est une catégorie sociale. Mais en tout cas, c'était un échange qui avait l'air constructif et intéressant. Alors, pour rester sur ce sujet de la cause des femmes, des maires, la semaine prochaine, le Sénat examine une proposition de loi qui vise à inclure dans la définition de l'autorité parentale l'interdiction des violences corporelles, l'interdiction des fessées. Vous avez travaillé sur ce texte, vous allez déposer des amendements. Est-ce que vous allez d'abord le voter, ce texte ? Je vais le voter, enfin on va voir les discussions évidemment en séance, toujours. J'ai prévu de déposer des amendements, des articles additionnels. Je pense que c'est un sujet qui est important. C'est un peu réducteur de dire que c'est l'interdiction de la fessée. Vous savez qu'il y a 87% des enfants qui en France aujourd'hui sont victimes de violences dites éducatives. Alors autant les violences entre adultes sont interdites et illégales, autant avec un certain droit de correction, on peut exercer des violences sur les enfants. Mais la législation actuelle n'est pas suffisante. Les textes aujourd'hui ne sont pas suffisants pour interdire ces pratiques. Non, ils ne sont pas suffisants puisque je vous dis, au nom du droit de correction, on a le droit de corriger un enfant. Et ce n'est pas que la fessée, c'est aussi des violences verbales, parfois humiliantes avec les résultats qu'on connaît. Alors l'idée, là, avec cette proposition de loi, c'est d'inclure et de sanctuariser l'interdiction des violences dans le Code civil. Pas le pénal, le code civil. C'est vraiment pour inciter, sanctuariser la loi et inciter les parents à faire autrement et à exercer leur autorité parentale d'une manière différente. On va donc suivre ça la semaine prochaine en séance au Sénat. Sur un tout autre sujet, on sort bien sûr tout juste du Salon de l'agriculture. Vous avez également beaucoup travaillé sur la condition animale. Vous avez notamment déposé des amendements pour installer des caméras dans les abattoirs. Pourquoi c'est pas le cas déjà ? Alors, même si j'avais bien conscience que, évidemment, c'était peut-être un peu prématuré, mais c'était vraiment pour mettre cette question dans le débat public. Pourquoi c'est prématuré ? Pourquoi c'est pas possible ? Ça paraît simple de mettre des caméras dans les abattoirs pour justement préserver la condition animale. C'est moins simple qu'il n'y paraît. Il y a la question des personnels dans les abattoirs qui peuvent se sentir observés. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Moi, ce que je note, c'est qu'on est élu pour représenter nos concitoyens. Voilà. Il y a une forte demande de traitement de la condition animale de la part de nos concitoyens. Aujourd'hui, 9 personnes sur 10, d'après les études qui sont faites par 30 millions d'amis et d'autres instituts, considèrent que les politiques ne prennent pas assez en compte la condition animale. Et vous pensez ça ? Moi, je pense qu'à tout le moins, il faut en discuter, puisque c'est une demande de nos concitoyens. Alors, il ne s'agit pas de rajouter des normes aux éleveurs, aux agriculteurs et tout, etc. Au contraire, tout ça va dans le même sens. C'est de dire
que l'ADN de l'agriculture française, ce sont les élevages à taille humaine qui, au contraire, sont respectueux de la condition animale. Ce qui pose plus problème avec 3 millions d'animaux abattus chaque jour en France, c'est l'élevage industriel. C'est des questions qu'il faut vraiment prendre en compte. Autre loi, autre sujet sur lequel vous travaillez, la future loi, une loi importante, la loi sur les mobilités, sur les transports. Oui. Vous êtes, je le rappelle, sénatrice de Paris, élue de Paris. Comment faire en sorte que tout le monde cohabite aujourd'hui? On le voit dans les rues des grandes villes, Paris, mais aussi Lyon, Lille. Par exemple, on voit les sortes, ces trottinettes électriques, c'est dangereux, ce n'est pas régulé. Il faut intervenir? Tout à fait. Cette loi va arriver au Sénat le 19 mars. Ce qui moi, m'intéresse plus particulièrement, ce sont les articles de 18 à 21 qui vont traiter effectivement de cette gestion de l'espace public avec ces nouveaux moyens de locomotion qui sont ce qu'on appelle en anglais le free floating, c'est-à-dire comment on utilise des moyens électriques en libre accès avec des applications. Et c'est vrai qu'il y a une recrudescence de ces nouvelles mobilités. Mais justement, la question, c'est comment faire en sorte que tout le monde cohabite, que les voitures, les piétons, les trottinettes, les transports publics cohabitent. En régulant. Donc, est-ce que c'est possible? Ça va être possible. Le Sénat, justement, a encore montré son efficacité en faisant évoluer le texte dans ce sens et en disant on donne des pouvoirs aux maires pour réguler l'espace public, car personne mieux que le maire peut savoir comment réguler son espace public. Et évidemment, il y aura des règles applicables. Alors, par exemple, pour les trottinettes, ce sera les mêmes règles que pour les deux roues. Obligation de rouler sur la chaussée. Après, ce sera au maire de décider à quelle vitesse. Est-ce qu'il faut le port d'un casque, etc. Interdiction de rouler sur les trottoirs, c'est ça que vous nous dites? Oui. Et c'est vrai que c'est un enjeu parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a eu beaucoup d'accidents. Il faut faire en sorte que toutes les générations cohabitent dans la ville et n'aient pas peur de voilà, parce que le problème, c'est que c'est néanmoins un nouveau moyen de déplacement, un nouveau moyen de transport qui a un énorme succès. Donc la population ne comprendrait pas qu'on l'en prive. Bien sûr, mais il faut encourager ces moyens de transport. Mais il faut les réguler et les encadrer. Voilà. Pour terminer, Céline Boulay-Espéronnier, je l'ai dit, vous êtes sénatrice de Paris. Dans un an, alors la première échéance politique, bien sûr, les élections européennes, puis dans un an, les municipales, grand sujet à Paris, une élection qui aiguise les appétits. Alors, vous êtes ici, pour que les gens comprennent, vous êtes ici au Sénat rattaché au groupe Les Républicains, donc vous êtes de droite. En revanche, au sein du Conseil de Paris, vous avez rejoint le groupe Les Constructives, c'est-à-dire que vous êtes, on va dire, Macron-compatible. Est-ce à dire que vous n'allez pas soutenir, par exemple, Rachida Dati, si Rachida Dati est la candidate de la droite au municipal l'année prochaine? Alors, cher Saviré-Rejec, la question des soutiens est un peu prématurée pour moi. Alors d'abord, il y a une échéance qui est très importante, qui sont les européennes. Bon, une fois les européennes terminées, on pourra se reposer la question. Pour l'instant, personne n'est réellement candidat. Rachida Dati, que j'aime beaucoup et qui a une légitimité parisienne, elle est maire du 7e, elle connaît les dossiers parisiens, se dit intéressée. Pour autant, elle n'a pas encore déclaré qu'elle serait candidate à la candidature. Aujourd'hui, personne n'est déclaré. Quand les candidats seront déclarés, là, je me positionnerai. Pour l'instant, j'attends de voir quelles sont les candidatures. Ma question est, est-ce que, quel que soit le candidat de droite, est-ce que votre voix se portera plutôt sur cette figure de droite, quelle qu'elle soit, Rachida Dati ou autre, ou plutôt, je pense par exemple à Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui semble le mieux placé En Marche pour incarner la candidature de la majorité présidentielle. Puisque je rappelle que vous êtes Macron-compatible au sein du Conseil de Paris. C'est la politique, c'est un peu de cuisine politicienne. Mais non. Voilà. Benjamin Griveaux semble être le mieux placé, mais c'est le problème de LREM aujourd'hui. Il n'est pas encore candidat. Quand il le sera, nous verrons. En tout cas, je choisirai le candidat qui sera le mieux à même de défendre un projet de droite à Paris compatible avec moi-même mon projet parisien. Voilà. Donc je note du que vous êtes 16e arrondissement sénatrice de droite, mais que vous ne nous dites pas aujourd'hui que vous voterez pour la droite à Paris dans un an pour les élections municipales. Dans un an, nous verrons qui sera candidat. Et en tout cas, les valeurs de droite à Paris seront importantes. Moi, je suis élue du 16e arrondissement. Je vais mettre en place une équipe. Je pense important de travailler à de nouveaux projets. J'en ai assez, moi, personnellement, de toutes ces postures caricaturales d'une certaine vieille droite parisienne qui nous font perdre Paris depuis des années. Ça fait quand même 20 ans qu'on a les socialistes à Paris. Je pense qu'il faut vraiment activement travailler un nouveau projet et je le ferai avec la personne qui sera le mieux à même de travailler à ce projet avec moi. Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice de Paris LR. Vous êtes membre du conseil d'administration. Vous vous intéressez en tout cas beaucoup de la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France, France Média Monde.
Comment globalement vous le percevez comme un outil de diplomatie ou vous le percevez, cet audiovisuel de la France, comme au fond la voix des journalistes et de la presse? Comment vous, entre les deux? Absolument, c'est un outil de diplomatie, on est même dans le régalien, je dirais. C'est un outil qui est très important pour la France et qu'il faut développer. La nature ayant horreur du vide, si France Média Monde, si l'audiovisuel extérieur n'est pas présent sur certains pays, ça peut être des concurrents internationaux avec des messages différents. Et je pense que politiquement, il est très important que l'audiovisuel extérieur de la France bénéficie de plus de moyens de la part de l'État pour être plus présent dans certains pays. Vous impliquez comment ? Je m'implique en étant en conseil d'administration, en découvrant déjà, parce que c'est quand même assez compliqué, mais très intéressant. Et puis on a Marie-Christine Saragosse, qui est une excellente présidente, avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Merci beaucoup, merci Céline Boulay-Espérini d'avoir été notre invitée ce matin dans le reste de l'actualité. C'est la fin de cette semaine au Salon de l'Agriculture. Nous vous avons fait vivre en direct cet événement majeur pour l'agriculture, pour nos territoires. Et comme chaque année, tous les responsables politiques se sont succédés porte de Versailles, l'occasion de petites phrases et de moments inattendus. Vous allez le voir, c'est un reportage de Michael Spitzberg. Gouvernement, opposition, comme chaque année, la politique s'est invitée au cœur du Salon de l'Agriculture. Principale préoccupation du moment, l'avenir de la PAC à l'heure du Brexit. Ciblé, Emmanuel Macron. Le budget de la politique agricole risque d'être amputé de 10 à 15%. Et donc ensuite, quand il vient sur le salon en disant « je défends la politique agricole », c'est faux. Quand il dit ça, il ment. Mais si vous voulez, la différence d'Emmanuel Macron, mais c'est un peu la vision qu'il avait eue avec Alstom aussi. Il n'a qu'une vision économique de l'agriculture. Alors c'est des courbes, des ratios, des tonnages, mais ça n'est pas que ça l'agriculture. Comme Alstom n'était pas que ça. On veut baisser la PAC pour réorienter ces sommes vers d'autres politiques, dont d'ailleurs l'accueil des migrants. Réplique du ministre de l'Agriculture. Brexit et le Royaume-Uni s'en va. Le budget de la PAC va baisser. Donc dire il ne faut pas qu'il baisse, c'est une absurdité. Nous voulons maintenir le budget de la PAC tel qu'il est aujourd'hui, moi j'appelle un chat, sans le Royaume-Uni évidemment. Autre sujet du moment, la loi Egalim entrée en vigueur le 1er février. Censée mieux rémunérer les agriculteurs, elle peine à convaincre, notamment à gauche. Les premiers effets de la loi Egalim, déjà, c'est une hausse de prix sur beaucoup de produits alimentaires. Et ça, c'est très mal ressenti de la part de nos concitoyens. Des produits de consommation courante est augmenté de 10% en moyenne. C'est une mauvaise chose et c'est pas comme ça que l'on va avoir un juste prix pour le travail des agriculteurs. On est d'abord venu leur dire que nous sommes soucieux de garantir leurs revenus. Et que, de notre point de vue, la loi Egalim ne va pas assez loin et qu'elle ne permet pas cette régulation qui pourtant est créatrice de valeur et permet au monde rural de continuer à vivre. Avec ses 700 000 visiteurs, le Salon de l'Agriculture demeure un passage obligé pour les politiques et ce, à 3 mois du scrutin des européennes. Voilà, on passe à l'œil de rubrique habituelle de notre émission. À tout de suite. Il est de retour, il est sur ce plateau après le Salon de l'Agriculture. Voici Quentin Calmet. Il n'y a pas de transition, mais je voulais la faire quand même. Pas de souci. Quentin Calmet, non, la transition est là, puisqu'il est là pour nous parler justement de l'événement majeur cette semaine sur Public Sénat, à l'antenne et dans les allées du Salon, bien sûr, le Salon de l'Agriculture. Beaucoup de tweets sur ce salon. Tout à fait, et puis les équipes de Public Sénat étaient très mobilisées. Vous y étiez toute la semaine, et aussi Delphine Girard et toutes les équipes, pour 20 heures de direct, pour faire vivre cet événement depuis les allées du salon, etc. Et forcément, le Sénat, Chambre des territoires, vous imaginez bien que les sénateurs ont beaucoup tweeté cet événement, avec notamment beaucoup de produits de leur département pour présenter tous les plus beaux produits. Et donc, par exemple, Frédérique Espagnac, qui est élue des Pyrénées-Atlantiques, elle a posé avec des producteurs de ce qu'elle appelle l'or rouge du Pays Basque, l'appellation d'origine protégée, le piment d'Espelette. Voilà, et chaque sénateur a pu poser avec son produit phare. Elisabeth Doineau, elle a posé avec les vedettes du jour, les animaux bichonnés pour l'occasion, mais préparés toute l'année sur les terres de Mayenne, forcément son département. Et donc l'idée étant à chaque fois de faire un petit peu de publicité comme cela pour son territoire. Sauf pour Patrick Caner qui lui a posé avec toutes les bêtes des agneaux du Lot aux blondes d'Aquitaine en disant « Notre pays est riche de ses éleveurs et de son agriculture. Nous partageons cette fierté. » Et donc il pose avec comme cela des agneaux.
Le salon, c'est bien sûr donc l'occasion, on le voit, de parler des territoires, des produits locaux, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer des sujets beaucoup plus sérieux. Voilà, tout à fait, parce qu'on a pu voir par exemple Guillaume Gontard se rendre sur le salon, sur le stand de la FNSEA, et pour l'élu écologiste, il s'agissait d'une confrontation de points de vue avec la FNSEA. Il a dit « Nous partageons une opposition commune au traité de libre-échange et sommes dans l'attente du projet de loi du gouvernement pour protéger le foncier agricole », des sujets de fond, des sujets importants. Et on l'a vu, le stand de la FNSEA, c'était un peu the place to be, un passage obligé. On a vu aussi Jacques Lenay, un sénateur centriste, évoquer tous les sujets d'actualité du moment en parlant du Brexit, de l'application de la loi Egalim ou encore de la traçabilité des produits agricoles pour les consommateurs. Justement, la loi Egalim, la loi agriculture et alimentation, au cœur de beaucoup de messages. Oui, voilà, c'est la loi qui est issue des États généraux de l'alimentation, la dernière loi votée en matière d'alimentation d'agriculture, afin de mieux rémunérer les producteurs, de rééquilibrer les relations commerciales au sein des filières. Et donc on a pu voir les sénateurs évoquer ces filières, par exemple le lait. Regardez Dominique Estrosi-Sassone qui a évoqué France terre de lait, des échanges pertinents sur la loi Egalim pour une France laitière compétitive et attractive. Et on a pu voir aussi la présidente LR de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas, qui a expliqué que le Sénat a été engagé depuis janvier 2019 dans un groupe de suivi de l'application de la loi Egalim et qui poursuivra ses travaux dans les 2 prochaines années sur les effets réels, sur le revenu des agriculteurs, les conséquences des charges additionnelles ou encore le contenu des ordonnances. Et on va terminer avec des tweets un peu plus légers, comme chaque semaine. Exactement, parce qu'on a pu noter que le salon de l'agriculture, ça avait rendu certains sénateurs un peu poètes. Regardez Alain Houpert qui a profité du salon pour dire tout son admiration, tout son amour du vin, ce don de Dieu et fruit du travail des hommes. Le vin et la culture forment un couple indissociable. Eh bien ça tombe bien, la présidente de la commission des affaires culturelles, justement, elle a posé avec les élus normands en disant « Nous sommes tellement fiers d'être normands et d'œuvrer à la valorisation des atouts de notre région Normandie ». Et donc à la clé, un selfie et visiblement beaucoup de bonne humeur. Vous n'avez pas de tweet de photos de Saveria au salon de l'agriculture? Moi j'en ai. D'accord. On va échanger. Voilà, merci Quentin Calmet. Avec plaisir. Avec l'agenda maintenant, Saveria. Voilà, à l'agenda, la semaine prochaine, les travaux du Sénat reprennent. Grosse semaine la semaine prochaine, mardi à partir de 14h30. Il faudra suivre un texte important, une proposition de loi qui vise à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux. Un texte justement présenté par Bruno Gilles, qui est sénateur des Bouches-du-Rhône, élu de Marseille, que nous recevrons d'ailleurs dans cette émission mardi prochain. Toujours mardi, 16h30, Gabriel Attal, le secrétaire d'État, sera auditionné sur le service national universel. Audition double par la Commission de la Culture, mais également la Commission des Affaires étrangères. Et puis enfin, jeudi à 16h15, sujet ô combien d'actualité, une proposition de loi présentée par le groupe communiste pour interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l'ordre et engager une réflexion sur les stratégies de désescalade et les alternatives possibles justement à l'emploi de cette force dans ce cadre. Donc un texte présenté par la communiste Éliane Assassi, alors que le Conseil de l'Europe, je rappelle, le Conseil de l'Europe a demandé à la France cette semaine d'interdire ces lanceurs de balles de défense. Merci, on passe à la revue de presse dans un instant, à tout de suite. Avec la une de Sud-Ouest, le grand journal de la Nouvelle-Aquitaine, Emmanuel Macron était à Bordeaux hier soir à Pessac pour un débat avec les femmes. Nouveau déplacement dans le cadre du grand débat et nouveau marathon pour le chef de l'État. 4 heures face à des femmes à Pessac en Gironde, le chef de l'État qui a répondu à de nombreuses questions, mais interpellé par une militante. Il a refusé de porter un collier gilet jaune. La question des familles monoparentales, des pensions alimentaires est clairement ressortie hier. Emmanuel Macron l'a souligné. Ce sujet impliquera des réponses. J'ai été frappée par la présence de beaucoup de femmes sur les ronds-points et dans les rues, de beaucoup de citoyennes qui s'étaient habituées à ne pas être vues, à ne pas se mobiliser, à ne pas porter leur part de vérité. Le chef de l'État qui a précisé, je le dis très clairement, on n'ira pas vers la dépénalisation du non-paiement des pensions alimentaires. Je veux même aller plus loin. À la une de la presse de la Manche, c'est la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Le Brexit, une loterie pour les pêcheurs. Quelles seront les conséquences du Brexit sur la pêche? Tout le monde les craint. À Cherbourg, Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes,
a pris la mesure des conséquences possibles du Brexit sur la pêche. Un accord de retrait laisserait 2 ans pour négocier l'accès des pêcheurs français aux eaux anglaises. Sans accord, ça pourrait être catastrophique. À moins de 40 jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union, les pêcheurs européens ne sont toujours pas fixés sur leur sort en cas de hard Brexit, faute de clarté, bien sûr, côté britannique. Question majeure à la une du Courrier de l'Ouest. Auteur ou auteur-e, que faut-il écrire, Saveria ? L'Académie française a enfin donné son feu vert à la féminisation des noms de métiers, mais attention, l'Académie ne fixe aucune règle et laisse l'usage s'imposer. L'Académie retient donc dans son rapport des mots jusqu'à présent tabous comme professeur E, ou dans cet élan, l'Académie accepte également auteur avec un E, autrice ou écrivaine. Voilà, c'est elle. Merci Saveria, on vous souhaite un bon week-end. Je sais que vous retournez au Salon de l'Agriculture pour votre plaisir cette fois-ci, à partir de cet après-midi. Donc Saveria Roget qui sera, pour ceux que ça intéresse. Et à demain, à la semaine prochaine, à lundi. Merci beaucoup. Nous, on va regarder la météo des territoires avant de se retrouver après, le temps qu'il fait en France. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé également chez les confrères dans les autres matinales d'infos. A tout de suite, on se retrouve après. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Finalement, ce n'est pas à plus de 12%, mais bien à hauteur de 14% que le gouvernement néerlandais est monté hier dans le capital d'Air France, soit quasi-égalité avec l'État français. Cette décision agressive et prise par surprise n'est pas une bonne décision. J'attends de mon homologue néerlandais qui nous apporte des éclaircissements, des explications, et je propose que nous construisions avec le gouvernement néerlandais une porte de sortie qui soit une porte de sortie par le haut pour tout le monde. Il y a des pays qui défendent leurs intérêts. Et je note que la France est systématiquement celui qui est incapable de défendre ses intérêts nationaux. Et ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que nous allons, en toutes circonstances et dans tous les domaines, défendre nos intérêts nationaux. Ce qui est choquant, ce qui est violent, c'est la méthode. C'est pas tellement qu'un État décide de monter, il était déjà aux alentours de 6%, de monter au capital d'une entreprise, c'est la manière de faire. Enfin, ne prévenir personne, et surtout pas ses interlocuteurs étatiques du côté français, on dit aujourd'hui que c'est inamical. Ce qui est étrange, c'est de le faire en secret. Ce qui est étrange, c'est que Bruno Le Maire a parlé avec son homologue néerlandais la semaine dernière, qu'ils ont parlé de beaucoup de choses, qu'ils ont notamment parlé d'Air France KLM, et que derrière, il y a quelque chose qui se fait en douce. Ça, c'est pas convenable. Chiffres publiés par la sécurité routière hier, c'est-à-dire augmentation du nombre de morts sur les routes au mois de janvier. À peu près 75% du parc des radars a été soit détruit, soit détérioré, soit attaqué, soit neutralisé. Et oui, il y a un lien direct. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des radars, vous savez, qui sont masqués. Les automobilistes voient qu'ils sont masqués. Puis comme ils ont l'habitude de passer au même endroit, ils voient qu'ils sont masqués. Sauf qu'en fait, ils continuent à enregistrer la vitesse. Ils ne font pas de photographie, il n'y a pas de procès-verbal, mais ils enregistrent la vitesse. Sachez qu'au mois de décembre, en moyenne, il y a 4 fois plus d'infractions sur un radar masqué, à proximité du radar masqué, que dans les faits quand il fonctionne. On estime qu'en novembre et décembre, ça représente 60 vies qui auraient pu être sauvées. C'est dramatique. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Ça va, jeune homme? Bonjour, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tous les jours comme ça maintenant Il faut venir plus souvent, Monsieur le Président. Il pleut moins. Au revoir.
Voilà le programme de cette fin de semaine, de ce week-end. Demain matin, je vous retrouve pour le JT des territoires. Et puis dimanche matin, je vous retrouve pour le meilleur des interviews politiques de la semaine de Territoire d'Info, donc samedi et dimanche. Et puis bien sûr, lundi, on se retrouve en émission habituelle. C'est Aurélien Taché, le député La République En Marche du Val d'Oise, qui sera notre invité politique. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout ce week-end et passez donc un très bon week-end.